Merci à toutes et à tous d'être là. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette soirée pour nous très spéciale que nous sommes vraiment heureuses de partager avec vous. Donc, bienvenue. Voilà, donc c'est un événement qui est organisé par l'INI des Savoies, dont je vais vous faire une petite présentation très, très courte. Voilà. Donc, notre organisation a pour but d'aider les femmes à se réaliser, quelles que soient leurs ambitions, qu'elles souhaitent effectivement occuper des postes à grande responsabilité ou pas. Cette organisation est née de l'initiative d'une femme qui s'appelle Sheryl Sandberg, que vous connaissez peut-être, qui est la numéro 2 de Facebook et qui a écrit un livre en 2013 qui a été traduit en français par Anne avant toute, mais qui en anglais était bien Lean In, qui signifie donc voilà, participer, se mettre en avant. Et le but de cette organisation, qui est donc une ONG, est de faire évoluer donc la société vers la parité femmes-hommes, amener les femmes à une prise de conscience de leurs conditions et changer le regard de la société, des entreprises et des institutions sur les femmes. Nous sommes une communauté de femmes de tous âges et de tous horizons, et nous sommes donc solidaires pour s'entraider et animer donc nos communautés comme celle de ce soir. Lean In donc n'est pas un réseau de networking professionnel ni de lobbying politique, c'est un réseau d'entraide et de sensibilisation. Alors, concernant l'entraide entre pairs, nous sommes organisés par cercles. Nous avons donc des groupes de 8 à 12 femmes qui se réunissent une fois par mois autour des thématiques donc, qui sont les nôtres, que vous voyez ici, la confiance en soi, les biais liés au genre, le leadership, etc. Le fonctionnement est basé sur l'écoute active, l'absence de jugement et le soutien réciproque. Et nous nous aidons vraiment à s'empouvoirer. C'est un terme assez bizarre, mais l'idée, c'est vraiment de se donner chacune des outils, des compétences, des moyens pour pouvoir donc nous réaliser, nous affirmer dans notre société. On peut adhérer à un cercle qui existe déjà. Nous en avons ici dans notre zone ou en créer un nouveau. Tout ça est totalement gratuit et on peut vous aider à créer un cercle si vous le souhaitez. Pour l'instant, nous avons que des cercles de pairs, femmes, et nous envisageons aussi des cercles d'entreprise et aussi d'ouvrir nos cercles aux hommes en créant notamment des cercles mixtes. Concernant la deuxième de nos actions, donc la sensibilisation de la société, nous organisons des événements, comme celui de ce soir, sur nos thématiques. Donc, ce soir, évidemment, ils ont la thématique de la confiance et du leadership, avec l'intervention d'invités extérieurs, comme ce soir Anne-Marie Amélie. Nous faisons aussi de l'animation d'ateliers en entreprise. Nous développons des partenariats avec les entreprises et institutions locales. Et puis, nous tenons à communiquer nos messages via les réseaux sociaux et les interventions dans les médias. Donc, nous avons donc une organisation qui est au niveau mondial, donc vous voyez, assez vaste. Ensuite, en France, on a environ 1500 membres. Et ici, on est un des 6 réseaux régionaux de Lean In en Savoie. Nous avons 16 cercles et nous comptons 145 membres. Nous avons été créés donc, en 2017 grâce au premier cercle qui a été créé par Delphine Zanelli, qui normalement est parmi nous ce soir. Si elle est là, je la salue avec beaucoup de chaleur. Et tu peux voir comment ça a évolué depuis la création du tout premier cercle jusqu'à donc aujourd'hui, en 2020, nous sommes donc 145 membres et nous avons aussi pas mal de sympathisants et de followers sur nos réseaux sociaux. Nous avons une équipe de responsables. Alors, pour celles qui nous connaissent, celles et ceux qui nous connaissent depuis le début, vous savez que depuis 1 an, nous sommes constitués un réseau régional et jusqu'ici, nous étions donc 3 que vous voyez sur la première ligne à gérer, donc être un peu les responsables de ce réseau Lean In des Savoies. Et donc, la nouveauté de 2021, c'est que nous avons été rejointes par 4 autres femmes qui sont des membres de notre réseau et qui vont s'occuper donc plus spécifiquement des événements, des partenariats et du community management. Donc, nous souhaitons le bienvenu à Sophie, Elena, Sabine et Chloé dans notre leadership team.
Vous pouvez nous suivre donc sous les réseaux sociaux, les voici, vous allez nous trouver très facilement, et notamment sur YouTube où en fait cette soirée sera donc postée puisqu'on va l'enregistrer à l'entier. Vous devez aussi savoir que si vous avez envie de tester un petit peu un cercle ligne, savoir un petit peu comment ça fonctionne, vous pouvez tout à fait le faire en participant à un de nos ateliers découvertes, donc un cercle en fait d'essai qui est animé par notre responsable des cercles, Marie de Gallon. Et donc, vous allez avoir une conversation dans quelques instants, le lien si vous souhaitez vous y inscrire. Notre invitée ce soir, donc, que nous accueillons très chaleureusement, c'est Marie-Amélie Le Fur. Et donc, après cette petite présentation de notre raison, place à l'interview donc avec Marie-Amélie. Nous aurons aussi également un petit temps de questions-réponses voilà, après l'interview. Donc, si vous souhaitez poser des questions à Marie-Amélie, n'hésitez pas à prendre un peu de notes pendant l'interview parce que vous aurez la possibilité ensuite de le faire. Et ensuite, nous allons conclure et terminer à l'heure, à 21h30. Je vous souhaite une très belle soirée en compagnie de Marie-Amélie Le Fur et je passe la parole à Marie de Gallon qui va donc animer l'interview et présenter Marie-Amélie. Merci Cara. Alors oui, ce soir, nous avons la chance de recevoir une jeune femme inspirante au parcours hors du commun qui a fait de sa vie un rêve et qui va nous montrer que tout est possible dès lors qu'on y croit. Alors, amputée de la jambe gauche à l'âge de 15 ans, et alors qu'elle rêvait de devenir sapeur-pompier, Marie-Amélie a trouvé en elle les ressources pour se réinventer. Et elle est aujourd'hui triple médaillée d'or paralympique, quadruple championne du monde, détentrice de 2 records du monde, présidente du comité paralympique et sportif français, conférencière en entreprise, et je pourrais en ajouter à la liste, jeune maman, Marie-Amélie Le Fur. Bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir à toutes et à tous. Et oui, on a un public mixte, c'est super. Merci beaucoup Marie-Amélie d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir pour partager ton parcours et te prêter au jeu des questions-réponses avec le public. D'autant plus merci que je crois que tu as eu une journée faite de challenge et de questions-réponses avec des personnes ou dans des lieux extrêmement importants. Donc merci beaucoup de nous faire part de ta présence. Petit aparté sur les questions justement du public. En deuxième partie de soirée, vous aurez la possibilité d'adresser toutes vos questions à Marie-Amélie. Donc, je vous invite pour cela à utiliser en fait l'onglet Converser ou Chat, selon que vous soyez en anglais ou en français sur Zoom, qui se retrouve en bas de votre écran, et de noter les questions que vous aimeriez beaucoup poser à Marie-Amélie. Aurore se chargera de les mettre vocalement et de les adresser à Marie-Amélie qui nous fera donc le plaisir d'y répondre. Voilà, donc encore merci Marie-Amélie pour cela, de te prêter à ce jeu-là avec nous. Et j'ai rapidement présenté ton palmarès qui est impressionnant, je crois qu'on peut le dire. Mais est-ce que tu peux, en quelques mots, partager avec nous en fait les moments qui ont été clés, qui ont été déterminants dans ton parcours? Alors effectivement, on va essayer de résumer assez rapidement. Plusieurs moments clés peut-être dans mon parcours. Le premier, bien évidemment, c'est le jour où ma vie a basculé, c'est-à-dire le jour en mars 2004 où j'ai cet accident de la route. C'est forcément un événement qui est traumatisant, mais après maintenant un recul d'un grand nombre d'années, je ne peux pas dire que c'est le pire jour de ma vie. En tout cas, ce n'est pas un jour qui a gâché ma vie. C'est tout simplement un jour qui, finalement, m'a forcé à voir la vie différemment, à la mener avec des opportunités qui ne sont pas celles que j'aurais eues si je n'avais pas cet handicap-là. Voilà. Mais tout ça, en fait, je l'ai compris avec le temps, mais j'ai eu la chance de le comprendre assez rapidement parce qu'en fait, derrière cet accident, ce qui s'est passé, c'est que très vite, j'ai eu un choix à faire. Soit je décidais de rester sur mon lit d'hôpital, d'estimer que ma vie, elle était gâchée, que cet handicap m'enlevait tout,
soit je décidais de bien regarder autour de moi, de conscientiser finalement tout ce qu'il me restait et surtout tout ce qu'il me restait possible de faire. Et je décidais d'avancer. Et dans ces cas-là, je sauvais ma vie, mais surtout, je sauvais la vie des personnes qui m'entouraient. Donc moi, j'ai fait le choix plutôt d'aller sur cette seconde voie, d'accepter la situation, de me dire que de toute façon, j'aurais beau être en colère, j'aurais beau pleurer toutes les larmes de mon corps, ça ne ferait pas repousser ma jambe. Et voilà, et j'ai décidé finalement, avec le temps, grâce à un entourage très présent, un petit peu de faire un pied de nez à cette vie et de vivre pleinement ma vie de personne en situation de handicap. Et pour moi, ça a été une grande richesse. Une richesse en termes d'expérience, une richesse en termes de rencontres humaines, une richesse en termes d'opportunités. Mais ça, je le dois vraiment à toutes les personnes qui m'ont entourée et qui m'ont permis tout au long de ce parcours de vie qui, je l'espère, va encore être très long derrière, hein, mais vraiment de croquer la vie pleinement et de ne pas avoir peur, voilà, d'accepter d'avancer, d'accepter d'affronter des difficultés parce que malheureusement, il n'y a pas eu que ce handicap dans ma vie, il y a eu aussi d'autres difficultés que j'ai dû affronter par ma vie de femme, par ma vie de personne en situation de handicap. Mais quand bien même, voilà, je sais que la vie, elle est précieuse et j'ai envie de la mener pleinement et totalement avec les gens qui m'entourent. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Donc, effectivement, tu parles des autres difficultés voilà, que tu as pu rencontrer dans la vie. Donc, c'est un parcours qu'on peut redécouvrir dans ton autobiographie. Alors, je fais un petit moment pub, mais fais de ma vie un rêve. Voilà, c'est un livre dans lequel, en fait, tu te dévoiles et partages, je trouve, avec beaucoup de générosité et d'humilité les défis qui t'ont façonné. Et quand on a préparé cet entretien ensemble, moi, je t'ai dit à quel point ton livre m'avait bouleversée, m'avait fait vibrer, parfois pleurer, et m'avait permis voilà, de découvrir la femme derrière l'athlète. Donc, merci beaucoup pour ce témoignage sincère, humain et vraiment super inspirant. Et au-delà de ça, en fait, donc voilà, il y a beaucoup de choses, mais moi je me dis comment à 30 ans on arrive à se dire tiens, je vais écrire ma biographie, partager voilà, avec le plus grand nombre ma philosophie de vie et ce que tu viens déjà un petit peu de partager avec nous. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce livre ? C'est vrai qu'écrire une biographie à 30 ans, ça peut être un petit peu particulier, mais c'est à la fois aussi très courant dans le monde sportif. Pour être totalement honnête, moi, j'avais été approchée à plusieurs reprises par des grandes maisons d'édition, mais ce n'était pas le bon moment et surtout, ce n'était pas la bonne approche. Parce que moi, ce que je voulais, c'était un livre pour transmettre des apprentissages, transmettre les questions que je me suis posées au cours de ma vie et finalement transmettre comment de cette difficulté, j'ai pu faire une force au quotidien et comment petit à petit, finalement, j'ai façonné voilà, ce parcours de vie, ce parcours de championne. Mais au-delà de ça, je me suis engagée dans des causes et je n'ai pas eu finalement peur de le faire. Donc, l'idée n'est pas que les gens voient en moi un rôle modèle, mais tout simplement qu'ils viennent puiser dans ce livre peut-être des questions à se poser, le fait de dédramatiser des choix qu'ils doivent faire, le fait de dédramatiser des situations. Et pourquoi je l'ai écrit à un petit peu plus de 30 ans? Tout simplement parce que c'était le bon moment, mais surtout, c'était la bonne rencontre. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Stanislas Duplex, qui est éditeur des éditions Plume d'éléphant, qui est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire des autobiographies de transmission dans le cadre familial. Il avait écrit la biographie d'une personnalité locale. Et finalement, après une rencontre, j'ai vraiment eu envie de lui faire confiance sur le fait qu'il n'allait pas romancer ma vie, qu'il allait voilà, la transmettre, en tout cas l'écrire de façon juste et surtout dans la justesse de la transmission, sans rajouter du superflu, sans rajouter de l'impudeur, du voyeurisme, là où ma vie, voilà, il n'y a pas lieu de le faire et je n'avais pas envie de le faire de cette façon-là. Donc, c'est encore une fois l'histoire d'une belle rencontre au bon moment et qui, je l'espère, en tout cas moi je l'ai perçu comme ça, donne une belle lecture et en tout cas une lecture inspirante pour le plus grand nombre. Ouais, je confirme, pour la lecture inspirante et effectivement de la transparence, mais pas d'impudeur. Et donc, ouais, je confirme tout à fait. Alors, merci aussi pour cette transition, Marie-Amélie, parce que voilà, tu parles de bonnes rencontres. Voilà, moi,
tout au long du livre et puis peut-être aussi des différentes interviews que j'ai pu lire de toi, tu n'as de cesse voilà, de parler de l'importance pour toi des liens humains, des relations de confiance, du partage, de l'entraide. Alors, faisant partie d'une association qui prône l'entraide, les échanges, t'imagines bien que voilà, cette notion m'a quand même interpellée. Comme si le moteur de ta détermination, ce qui te permet d'avancer au quotidien, était la relation. Est-ce que tu peux nous en dire plus de cet aspect-là ? Ouais, effectivement, le lien humain est quelque chose d'absolument essentiel pour moi. Et en fait, c'est indirectement ce qui m'a, je pense, aussi sauvée au moment de l'accident. C'est très vite, en fait, quand vous êtes confronté à une grosse difficulté comme ça, le fait de perdre une partie de son corps, moi, très vite, en fait, il a fallu que je fasse le bilan de ce que j'avais réellement perdu et ce que j'avais réellement perdu d'important pour moi. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder un peu ma situation et faire cette sorte de liste, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui comptait le plus pour moi, vraiment les gens qui m'entourent, les gens qui m'avaient aidé depuis toute petite à me construire, parce que c'était mes parents, parce que c'était ma sœur, ma famille, ou parce que c'était des amis très importants pour moi, ils étaient encore là, ils étaient encore à mes côtés. Et même si je n'étais plus tout à fait physiquement la même femme qu'avant, j'avais toujours la capacité de me nourrir de leurs expériences, de leur présence à mes côtés. Et c'est finalement voilà, vraiment ça qui m'a sauvée. Et derrière, là où j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que quand vous basculez dans le monde du handicap, vous avez vraiment la chance, malheureusement, d'être confronté à des parcours de vie très difficiles, mais qui sont des parcours de vie extraordinaires, des parcours de vie de parents, des parcours de vie de jeunes en situation de handicap. Et j'ai trouvé en fait dans ces rencontres une capacité à me nourrir, une capacité à, encore une fois, avoir la chance que j'avais de pouvoir vivre la vie pleinement, certes, pas pleinement physiquement parce que j'ai des gestes du quotidien qui sont compliqués pour moi, parce que d'un point de vue esthétique, mon corps n'est pas joli, ne répond pas aux standards de ce qu'on attend d'une personne normale. Après, on pourrait débattre très longtemps de ce qui est la normalité et de ce qui ne l'est pas. Je ne pense pas que ce soit le lieu ce soir, mais en fait, voilà, le fait de faire ces rencontres-là, je pense que ça m'a tout simplement donné confiance en moi et ça m'a permis en fait de me dire bah oui, je suis en situation de handicap, mais c'est pas pour ça que je suis quelqu'un de moins bien. Parce que cette richesse des rencontres, cette richesse de pouvoir me nourrir des autres, elle est toujours présente. Donc, bah, continue comme ça. Et je pense que si je suis aussi investie dans mon sport, dans mon travail, dans tout ce que je fais, c'est parce que je suis une boulimique de la rencontre humaine. Voilà, j'aime en fait découvrir comment les gens fonctionnent. J'aime rencontrer des gens qui ont fait des choses extraordinaires. Et par moi, pour moi, extraordinaire, c'est pas forcément faire le tour du monde en 20 jours en courant à pied. Enfin, ça peut être aussi des tout petits défis de la vie, mais chaque petit défi qu'une personne a surmonté, je trouve qu'elle est intéressante pour nous parce que elle nous ramène nous-mêmes aux difficultés qu'on rencontre au quotidien et on peut se nourrir de ces expériences-là pour, encore une fois, se poser les bonnes questions et pour avancer. Donc, bien évidemment, voilà, je crois en l'importance des rencontres et j'essaie, parce qu'elles ne viennent pas toutes seules les rencontres, c'est vraiment d'être dans une posture positive pour les favoriser, même si à la base, et on ne le dirait pas comme ça, je suis quelqu'un d'assez timide et un peu de renfermé, mais voilà, j'adore en fait observer les gens, les écouter parler, mais il faut aussi des fois se faire un petit peu violence pour aller provoquer ces rencontres qui sont des rencontres qui vont nous changer la vie. Super, merci beaucoup pour cet élément-là. Et moi, je veux bien manger avec toi des rencontres. Tu parlais de boulimique, voilà, de rencontres. Je veux bien pouvoir le faire avec toi. Donc, tu viens de nous partager une première clé, quelque part, voilà, qui t'a permis d'avancer et de toujours aller plus loin, te dépasser, progresser. Est-ce qu'il y a d'autres éléments voilà, qui t'aident à avancer au quotidien et que tu voudrais partager avec nous ? Je pense que j'aime apprendre. J'aime apprendre et j'aime en fait me lancer des défis tout simplement parce que au travers de mon parcours de vie, j'ai réussi en fait à surmonter cette peur de l'inconnu. Ce qui me permet en fait de pas rentrer forcément dans les cases ou dans ce qu'on attend de moi. Il faut comprendre que moi, à l'âge de 15 ans, je me suis retrouvée confrontée au fait qu'on m'a dit tu es en situation de handicap, tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire ça.
tu as une période de deuil qui va durer 5 ans parce que tu vas traverser telle étape, telle étape, telle étape. Et en fait, moi, je n'ai pas accepté ça. Je n'ai pas accepté qu'on me dicte ce que je devais faire ou qui je devais être sous prétexte que j'étais une femme en situation de handicap à l'âge de l'adolescence. Donc vraiment, l'idée, voilà, ça a été, et c'est une philosophie qui m'anime au quotidien, c'est finalement de me dire, mais jusqu'où je peux aller, voilà, jusqu'où je peux encore apprendre des choses, qu'est-ce que je peux encore faire tout simplement pour me renouveler. Et c'est ce que j'aime en fait, même si ça me met parfois en difficulté parce que je vais être confrontée à des situations qui sont inconfortables, dans lesquelles au début, j'ai pas forcément peut-être les compétences utiles pour bien répondre ou pour répondre à la bonne façon. Mais encore une fois, c'est la meilleure des façons de progresser, c'est d'être confronté à cet inconnu, de challenger ses limites. Et pour moi, en fait, c'est une vie qui est enrichissante parce que dès l'instant qu'on reste en fait dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on maîtrise, ben, on a un confort. On a un confort de vie. On sait que dans la journée, on ne va pas être chahuté, on ne va pas être challengé. Mais pour moi, c'est ennuyeux. Voilà, j'aime en fait la difficulté parce qu'elle m'invite tout le temps à me poser des bonnes questions. Et j'ai toujours dit à mes coachs, parce qu'ils me disent, mais tu es tout le temps continuellement en train de remettre les choses en question, de vouloir aller plus loin. Je leur dis, ouais, mais en fait, inquiétez-vous, le jour où je ne vous poserai plus ces questions-là, le jour où je ne vous challengerai plus et surtout où je ne me challengerai plus, ça voudra dire qu'on est arrivé au bout d'un modèle. Voilà, et qu'il faudra vraiment changer la chose. Et voilà, et finalement, cette volonté perpétuelle de toujours me poser des questions et de remettre en question le modèle pour apporter du changement positif, c'est tout simplement parce que j'ai besoin de ça pour prendre du plaisir et pour me nourrir. Et s'il y avait une clé peut-être que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est dans les choix que l'on fait, dans les changements que l'on met en place. L'idée n'est pas de se poser la question de comment on met en place le changement. La première question que vous devez vous poser quand vous mettez un changement en place, c'est pourquoi vous avez envie de le faire. Et dès l'instant que vous comprenez le sens de ce que vous faites, que vous savez pourquoi vous le faites, et ben derrière, le comment, en fait, il vient de façon évidente. Derrière, vous êtes en capacité de vous nourrir et de trouver la motivation nécessaire. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai connu cette année avec le report des Jeux. Moi, il faut savoir que j'aurais dû prendre ma retraite sportive à l'été de 2020. Ça a été des conséquences très importantes sur ma vie personnelle et sur ma vie professionnelle de continuer un an de plus. Mais voilà, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai envie de les faire, ces Jeux? Oui. Et pourquoi j'ai envie de les faire? Et une fois que j'ai posé le pourquoi, j'ai été en capacité d'expliquer mon projet au coach, d'expliquer mon projet à la famille et d'obtenir leur soutien pour qu'ensemble, on construise le commun de cette année supplémentaire malgré tous les sacrifices que ça impose dans ma vie, dans celle de mon conjoint, dans celle de notre fille et finalement aussi dans celle de mes coachs. Voilà. Mais dès l'instant qu'on porte le sens des projets, on peut aussi permettre aux gens d'adhérer aux choix que l'on fait et donc on y va vraiment avec une équipe qui est soudée. Alors pour info, je suis vendômois, je connais un petit peu Marie-Amélie, on s'est croisés pas mal de fois et c'est surtout quelqu'un une femme de défi, Marie-Amélie. Et elle aime ça, elle aime ça. Merci beaucoup, Julien. Alors, merci pour cet ajout et dont on sent qu'il vient du cœur. Merci infiniment. Néanmoins, Julien, comme vous êtes peut-être arrivé un petit peu après, on aura un moment où vous pourrez échanger au travers du chat et Aurore posera les questions que vous avez. Voilà, l'idée, c'est qu'on est 75 et c'est génial. D'ailleurs, merci d'avoir répondu tous présents à l'appel et voilà, d'assister à ce moment-là. On va juste pas pouvoir prendre tous la parole et vraiment je m'en excuse, mais merci en tout cas pour cela et pour la suite n'hésitez pas à mettre dans le chat voilà tout ce que vous voulez ajouter, on le transmettra évidemment en deuxième partie de cette soirée. Merci Julien. Voilà, mais c'est les surprises de la vie et c'est super de voir que voilà, des personnes ont envie de partager ce que tu apportes, le soleil que tu peux mettre aussi dans la vie des uns et des autres. Donc ça c'est extraordinaire. J'avais une autre question que je souhaitais te poser qui peut être aussi en lien avec les Jeux de Tokyo et le report dont tu parlais.
je ne sais pas si c'est une ressource pour toi, mais moi, j'ai été complètement bluffée et aussi hyper inspirée par cette capacité que tu peux avoir à accueillir en fait les challenges, les défis, les événements et à les dépasser, à chercher, voilà, à les dépasser. Bon, le terme, quand on me parlait, moi je te disais, c'est embrasser, enfin voilà, t'embrasses tout ce qui peut, voilà, tout ce que tu peux traverser. Tu dis, je crois qu'il n'arrive jamais rien d'inutile. Tu cites aussi un proverbe, à quelque chose malheur est bon. Donc moi je voulais savoir dans ce contexte et dans cette approche de la vie que tu peux avoir, est-ce que ça t'aide justement à mieux traverser les événements? Tu parlais des Jeux de Tokyo. C'est vrai que cette pandémie en fait vient nous impacter tous, générer de l'incertitude, des questionnements, enfin voilà, bouleverser certains projets. Donc toi celui de Tokyo. Est-ce que justement cette approche de la vie te permet voilà, d'aller un cran plus loin. Et si oui, est-ce que tu veux bien nous partager voilà, cette façon de voir les choses? En fait, je vais être très pragmatique dans ma réponse. C'est que généralement, les difficultés qui s'imposent à nous, on aura beau se plaindre, se complaindre et hurler tout ce qu'on peut, ça ne changera pas la situation. Donc, comme moi, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément de temps à perdre, j'ai décidé que plutôt en fait que de me plaindre face à l'adversité, c'est de l'accepter et de me dire, OK, comment je fais pour la surmonter et surtout, comment je fais finalement pour cette difficulté elle m'amène demain à être plus forte, à être différente et donc à faire les choses d'une meilleure des façons, tout du moins d'une façon dont je ne l'aurais pas pensé avant. Voilà. Et c'est vraiment ce qui me nourrit. Je pense que dans cette crise sanitaire, c'est aussi comme ça finalement qu'on doit l'affronter parce qu'on ne l'avait pas prévu, parce que malheureusement, on aura beau essayer de changer le cours de l'histoire, ce ne sera pas possible. Donc cette crise, il faut l'accepter. Il faut l'accepter avec ses points négatifs, mais il faut aussi en capacité vraiment, même si j'entends que ce ne soit pas facile actuellement parce qu'on est en plein dedans, mais il faut arriver le plus tôt possible à chercher à prendre de la hauteur sur la situation pour se dire, voilà, quel est le constat pour moi actuellement, comment demain je fais pour avancer. Voilà. Et surtout, pas comment, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, vers quoi je veux avancer, pourquoi, qu'est-ce qui m'anime et de quoi j'ai besoin demain pour me sentir bien et pour sortir grandi de cette situation. Donc voilà, c'est vraiment en fait une démarche qui est très pragmatique de se dire en fait j'ai pas de temps à perdre à me plaindre, donc j'accepte la situation, je vois comment je l'affronte et c'est surtout parce qu'au travers en fait de ma parcours de vie, que ce soit mon accident ou d'autres difficultés qui ont été beaucoup plus dures, beaucoup plus graves, malheureusement il y a toujours eu du positif. Voilà, il y a toujours eu, même dans les situations les plus dramatiques, des choses positives qui en sont sorties. Et en fait, pour m'aider à avancer, je préfère retenir tout ça et vraiment me nourrir de ces enrichissements. Après, l'idée pour affronter des difficultés comme ça, c'est aussi de se faire confiance et d'oser. Et ça, on l'avait partagé effectivement quand on a préparé cette conférence. C'est aussi cette philosophie dans la vie de pas avancer en ayant peur de l'échec. Voilà. Parce que si on avance en fait en ayant peur de l'échec, on ne fait pas de choix et on ne prend pas de décision. Donc on reste finalement dans une posture d'attente qui au mieux est une posture d'immobilisme, qui au pire est une posture qui va nous faire reculer et régresser. Et moi, je ne peux pas me permettre dans le sport soit d'attente, soit de régresser. Donc j'ai décidé vraiment de toujours avancer. Ça a aussi un impact en fait dans ma vie professionnelle. Et ce qui m'a vraiment amené à faire des choix qui ont été des fois des choix qui m'ont mis en difficulté, qui m'ont énormément challengé, qui parfois m'ont amené à me dire mais est-ce que j'ai bien fait, et finalement ces questionnements ils sont bons parce que dès l'instant qu'on se pose cette question-là, encore une fois on se réinvente, on modifie son modèle et là on va rechercher en soi-même des ressources qui sont profondes. Je vais peut-être faire une escarpade par rapport à ce qu'on avait prévu, mais je pense que c'est important de vous le partager aujourd'hui parce que souvent les gens me disent mais tu as réussi parce que tu es plus forte, parce que tu es courageuse, parce que ceci, parce que cela. Et
Et moi, j'ai envie de répondre non. En fait, moi, je suis intimement convaincue, et ça, de mémoire, on en avait beaucoup parlé avec Stanislas quand on a écrit le livre. Pour moi, on a tous cette force en nous. L'idée, c'est par contre que l'on se pose les bonnes questions pour exprimer voilà, cette force qui se trouve en nous et qui va nous permettre d'affronter en fait les plus grosses difficultés. Et encore une fois, moi, je pense que l'avantage que j'ai eu, c'est qu'à l'âge de 15 ans, en fait, j'ai été confrontée à une situation où je n'avais pas le choix. Voilà. Si je me battais pas, si je ne l'affrontais pas, je gâchais ma vie et celle de mon entourage. Et le problème, en fait, c'est que sur les petites difficultés du quotidien, eh ben, on peut ne pas les accepter, on peut ne pas les affronter parce qu'elles ne sont pas vitales, en fait. Mais ce sont quand même des petits poids morts qu'on va porter qui vont nous empêcher au quotidien. Donc, l'idée, c'est, moi, j'applique en fait cette philosophie d'avancer, de me battre et d'accepter le changement comme une opportunité, que ce soit un changement très important, très grave, comme les petits changements du quotidien. Voilà, je prends la SNCF quasiment tous les jours. Une fois sur 3, mon train arrive en retard. Et bien, à la différence des 3 quarts des gens, je ne passe pas mon temps à râler. Je passe mon temps à mettre à profit d'autres choses. Et quand bien même j'arrive en retard à la réunion, et ben, j'essaie de me projeter comment je fais pour pas que c'est… Voilà, j'essaie toujours en fait d'être dans l'anticipation de la conséquence et non pas dans le fait d'essayer de me dire, de râler parce que de toute façon, je n'ai pas la capacité à faire redémarrer le train. Voilà, c'est aussi être très pragmatique en fait dans les difficultés que l'on rencontre et tout de suite d'être dans une capacité à se projeter pour trouver la solution ou trouver comment je vais pouvoir améliorer la situation future ou en tout cas la conséquence de ce qui se passe. Ok. Bonsoir Marie-Amélie, je vais prendre le relais des questions, si tu es d'accord. Et bonsoir à tout le monde. Tu as parlé là à l'instant des épreuves, des difficultés. Et en fait, à la lecture de ton livre aussi, tu parles des freins que tu as rencontrés et que tu as générés toi-même. Je pense notamment aux mondiaux de Lyon en 2013. Tu nous parles de pression, de surcontrôle, de la peur de perdre, d'auto-sabotage. Tous ces mécanismes qui te font perdre tes marques et douter de toi. Alors, comme on y est tous confrontés, en tout cas, moi, ça me parle bien, et on ne sait pas toujours comment y répondre. Alors, quel est ou quels sont pour toi les freins principaux que tu te crées et surtout, comment les as-tu dépassés et les dépasses-tu encore aujourd'hui? Ok. En fait, tous les freins que tu évoques, Marilyn, ils sont liés principalement à une chose, c'est-à-dire que le jour J, en grande compétition, c'est-à-dire quand je participais au championnat du monde et aux Jeux, je pensais que pour gagner, je devais être parfaite. Et si on veut faire le parallèle directement à ce qu'on vit en entreprise et notamment ce qu'on dit souvent des femmes quand elles doivent occuper le poste, c'est qu'une femme, avant de postuler à un poste, il faut qu'elle réponde au moins à 7 ou 8 compétences sur les 10 qui sont demandées. Là où parfois, certains hommes, en tout cas c'est des études qui le démontrent, oui, c'est un vrai biais, vont oser, vont y aller alors qu'ils ne maîtrisent que 4 ou 5 compétences. Et en fait, moi, indirectement, c'était le même problème que j'avais, c'est que j'avais l'impression en fait qu'il fallait que je fasse un 10 sur 10 pour être championne paralympique. Et je me mettais en fait une telle pression pour tout maîtriser. Tu as parlé de surcontrôle, pour qu'aucun élément vienne perturber, qu'en fait, j'étais moi-même l'élément perturbateur de ma réussite. Donc en fait, on a travaillé ça avec un préparateur mental. Et là où ça m'a révolutionné, c'est que dans l'approche que lui a eue pour traiter ce problème-là, on n'a pas parlé de mes échecs, on a parlé de mes réussites. Et j'ai trouvé que c'était une approche en fait très différente de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire que la première fois qu'il m'a rencontrée, il m'a pas fait parler de mes échecs, il m'a fait parler un peu du mindset que je prenais quand j'étais en situation de réussite. Comment, quand j'allais au championnat départemental, sur le petit stade du coin, avec des conditions qui étaient plus que médiocres, j'étais en capacité de battre le record du monde, là où j'étais dans les meilleures dispositions et que je ne faisais qu'une performance très médiocre par rapport à ma saison. Et en fait, on a beaucoup parlé effectivement de cette bulle mentale que je mettais en place pour réussir
en tout cas pour faire la compétition quand j'étais sur une compétition à contre-enjeu. Et après, il me l'a fait comparer à des situations où j'étais en échec. Et là, j'ai vraiment pris conscience que je laissais place à aucune part d'automatisation. Et la grosse erreur que je faisais, en fait, c'est que le jour J, je me focalisais sur la volonté de réussir, sur le résultat. Et en fait, quand on est en phase de réussir quelque chose, quand on est au moment de la compétition, si on se focalise sur le résultat, on se met trop de pression. En fait, la pression du résultat, elle est positive pour l'entraînement, pour trouver de la motivation, pour préparer la compétition. Mais le jour J, il faut prendre beaucoup plus de hauteur. Il faut apprendre à lâcher prise et là, à se recentrer sur le plaisir de réalisation, sur des choses simples, sur des choses qu'on maîtrise sans chercher à être parfaite. Et c'est là où, en fait, c'est très paradoxal. C'est le jour où j'ai accepté que je pouvais ne pas être parfaite pour gagner, que j'ai vraiment commencé à gagner en longueur. Voilà. Et ça a été un déclic monumental. Et c'est là, en fait, que finalement, j'ai laissé place à une expression libre de mon corps, à une expression libre de mes compétences, où j'arrivais à avancer avec beaucoup moins de pression. Il y avait toujours l'envie, l'enjeu et la volonté de réussir, mais vraiment qui était orienté de la très bonne façon. Et je pense que finalement, tout ce travail qu'on a fait mental sur le fait d'accepter de ne pas toujours être parfaite, c'est aussi ce qui m'a permis, quand en 2018, on est venu me proposer le poste de présidente, que de prime abord, j'ai tout de suite dit non, c'est pas possible, j'ai pas les compétences, j'ai pas les capacités. Et en fait, j'ai compris que peut-être le jour de mon embauche, je n'avais pas les compétences et les capacités totales que l'on attendait de moi. Pour autant, j'avais des atouts. J'avais des atouts qui pouvaient servir à cette fonction-là et que les compétences qui étaient pour l'instant pas totalement acquises, j'avais aussi le temps de les acquérir, de les développer et surtout de aussi mettre ma patte qui était différente de ce qu'était la précédente présidente, mais ce qui n'était pas forcément moins bien. Voilà, c'est pas parce qu'on a une approche qui est différente, une approche qui est la nôtre, qui n'est pas forcément celle de la personne qui nous précède, qu'on fait moins bien les choses. Oui, alors tu parlais à l'instant, enfin du coup que ce coach, ce préparateur mental n'a pas voulu te faire parler des échecs et des réussites. Et justement, tu parles aussi à un moment des échecs en disant que finalement le droit à échouer est important. Et ce droit à échouer, on voulait savoir, moi je voulais savoir, est-ce que tu te l'accordes toi-même ou est-ce que c'est les autres aussi qui te l'accordent? Parce que comme il y a un lien d'interdépendance toujours très fort entre toi, ce que tu es et ton entourage, finalement, ce droit à l'échec, voilà, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est les autres? Comment tu le vois, ça? Alors, tout dépend qui on considère dans les autres. Il faut savoir que moi, j'ai la chance de vivre dans un écosystème familial qui est très bienveillant. Et même si je rate mes jeux, ma maman va toujours me dire que c'est bien. Une maman, des parents nous disent toujours que c'est bien. Sauf que moi, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Je vis dans un monde de requins qui est le monde de requins des journalistes. Et globalement, cette perception, en fait, de me dire que j'ai le droit d'échouer, que j'ai le droit d'être contente, même si je ne gagne pas l'or paralympique, il est très peu accepté par les journalistes. Mais à un moment donné, moi, je vais vous dire, je m'en fiche. Je m'en fiche, en fait, si ce que je dis au journaliste ne lui convient pas, ne correspond pas à ce que lui attend de moi, dès l'instant que moi, j'ai répondu le contrat que je me suis fixé avec moi-même et qu'on s'est fixé avec les coachs. Et oui, c'est vrai que j'ai une capacité à prendre du recul sur les échecs dans la mesure où, pour moi, échouer, c'est ne pas s'être engagé à 100%. Voilà. Pour moi, échouer, c'est pas ne pas atteindre le résultat qu'on s'est fixé. Pour moi, échouer au jeu, ce n'est pas ne pas gagner l'or paralympique. C'est tout simplement ne pas avoir tout mis en œuvre pour aller chercher l'or paralympique. Et je trouve en fait que d'avoir ce raisonnement-là, c'est aussi respecter la concurrence. Parce qu'à un moment donné, on a beau avoir mis tout l'engagement nécessaire, on a beau avoir le jour J été la meilleure, en tout cas la meilleure que ce que nous, on peut faire, on peut rencontrer plus fort que soi. Voilà. Et moi, ça, je l'accepte totalement. Mais pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas avoir finalement un sentiment d'échec improductif, j'ai juste besoin de m'engager à 100%. Et ça, c'est vraiment les Jeux de Pékin en 2008 qui me l'ont fait prendre conscience, parce que les Jeux de Pékin, en fait, c'est la première fois, enfin, c'est la seule fois de ma carrière où je ne gagne pas l'or paralympique par suffisance, parce que je ne me suis pas suffisamment investie, parce que je n'ai pas pris suffisamment la mesure
de l'ambition et de l'enjeu que je me suis fixé. Et je me suis promis à la sortie de ces jeux-là de plus faire cette erreur-là et de ne plus jamais regretter quelque chose dans ma vie. Et c'est pas parce que je n'ai plus regretté des choses que je n'ai pas eu d'autres échecs. Voilà, mes plus gros échecs, je les ai connus par la suite. Par contre, comme c'était des échecs qui étaient liés à des événements extérieurs, à des mauvais choix, à des mauvais calculs, j'étais en capacité de les expliquer, de les comprendre, de les contrecarrer. Mais ce n'était pas lié à un manque d'engagement. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment important aussi d'être au clair dans son projet. Et quand bien même le résultat que vous atteignez, quand bien même il ne soit pas celui qu'on a attendu, c'est aussi important de regarder en arrière tout le chemin qui a été parcouru et les apprentissages que ça nous a apportés. Et ce n'est pas parce qu'on n'atteint pas le résultat escompté qu'on n'a pas grandi et qu'on n'a pas progressé. Oui, ton exigence, elle n'est pas au niveau du résultat, elle est vraiment au niveau de l'engagement que tu mets dans ta préparation. Et alors, Marie-Amélie dit effectivement qu'elle a une grosse déception aux Jeux de Pékin en 2008, ce que je comprends effectivement, comme tu l'expliques. Elle a quand même gagné 2 médailles d'argent à ce moment-là, soit en longueur en 100 mètres. Je pense que certains, effectivement, seraient contents. Mais toi, ta déception, en effet, ce n'était pas ces médailles, c'était ton engagement, l'exigence que tu te donnes. Et du coup, ça m'amène à ma dernière question, qui est sur l'ambition. Parce qu'en fait, nous, chez Ligne des Savoies, c'est une question qu'on se pose aussi en tant que femmes qui cherchons à nous réaliser. Et on voulait dire merci Amélie de donner un visage humain, chaleureux, bienveillant, soucieux de son entourage à l'ambition. Parce que l'ambition, ce n'est pas une soif ou une volonté de puissance. Hein, ce n'est pas le requin à grandes dents qui a mauvaise presse. Mais bon, malheureusement, c'est un peu comme ça que c'est vécu dans nos sociétés, ou qui souhaitent en mettre plein la vue. C'est plutôt une volonté de réalisation de soi. Un moteur d'action pour avancer, pour se dépasser, voilà, un esprit de conquête. Et tu es d'accord avec ça? Comment tu la vis, toi, ton ambition? Je ne sais pas ce que je vais pouvoir rajouter parce que ta description de l'ambition, elle est tellement juste, c'est ça. En fait, pour moi, il n'y a pas de mauvaise ambition dès l'instant qu'elle est bien orientée. Et en fait, dans le sport, pour vous le traduire concrètement, moi, mon ambition, c'est de gagner, c'est de m'épanouir, mais ce n'est pas d'écraser mes adversaires. Parce que mes adversaires, je les respecte. Parce que sans mes adversaires, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de jeu. Donc, tout dépend en fait comment on oriente l'ambition et sortons effectivement de cette vision négative que quand on est quelqu'un d'ambitieux, on est quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet et qui a forcément une ambition qui est mal orientée. Non, on peut avoir une ambition saine qui est celle effectivement de réussir des choses tout simplement pour s'épanouir dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle et dans les multiples de vies que l'on mène chacun. Parce que si on avait tous qu'une vie professionnelle, notre vie, elle serait bien triste. Voilà, on a tous de multiples vies à mener. Donc, ayons de l'ambition dans ces différentes vies, mais ayant une ambition saine et surtout, assumons d'avoir de l'ambition. Je pense que plus les Français vont assumer le fait d'avoir de l'ambition et plus collectivement on comprendra qu'effectivement il y a de l'ambition saine qui est possible dans nos sociétés. Merci pour cette réponse. Bon. À toi, Chloé. Waouh. Alors, effectivement, je pense que s'il y a une chose que tu n'as pas, Marie-Amélie, bonsoir, et bonsoir à tous les participants, c'est une vie triste. Ça, c'est à peu près certain. Manifestement, ton agenda, il est délirant. Il doit être à la hauteur de toutes les personnalités que tu rencontres et qui t'interrogent en ce moment sur ton parcours. Donc, si je résume, tu as un job à temps plein. Tu as des entraînements à foison toute la semaine parce que, mine de rien, les JO n'étant pas passés, tu es à fond sur cette préparation. Tu as un besoin vital de passer du temps avec ta famille, avec tes amis. N'oublions pas Mathieu, ton chéri. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à caler dans une semaine, tout ça. Depuis peu, tu es également devenue maman. Alors, moi, j'ai une question assez basique, mais comment fais-tu ? Est-ce que tu as des super pouvoirs ? Parce que peut-être que oui. Mais si tu n'as pas de super pouvoirs, est-ce que tu as des astuces à nous partager ?
Alors, je pense pas que j'ai des super pouvoirs. Par contre, vous l'avez compris, hein, je pense, un amour très fort de la vie, de l'épanouissement personnel. Et là où on est en accord, en fait, dans mon cocon familial et vraiment dans mon couple et la relation qu'on a avec notre fille, c'est de se dire que plus on est épanoui, plus notre relation à l'autre est positive et plus ça permet aussi à l'autre de grandir. Donc, c'est pour ça voilà, qu'on s'engage tous les deux pleinement aussi dans le fait d'être épanoui professionnellement pour vraiment que derrière, en fait, ça puisse avoir un rejaillissement positif dans les relations que l'on a entre nous et dans les relations que l'on a avec notre fille. Donc, après, effectivement, c'est pas simple de gérer une carrière d'athlète de haut niveau parce qu'il y a les entraînements, parce qu'il y a la récupération, parce qu'il y a aussi tous les à côté liés aux contraintes médiatiques et choses comme ça. Parce que j'ai la chance au-delà de mon travail chez EDF que j'ai quitté il y a 2 ans, d'être présidente du comité paralympique et sportif français, qui est vraiment un engagement pour moi de cœur, de faire avancer la question du sport pour les personnes en situation de handicap. Et puis après, il y a cette vie familiale à partager dans tout ça. Donc, c'est une question d'organisation, c'est aussi une question de complémentarité. Plus je suis heureuse dans mon travail et plus j'arrive à être épanouie aussi dans le sport, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, si je fais du sport sans travailler à côté, je suis une vraie cocotte minute et je suis incapable de gérer la pression. Si je fais mon travail sans la possibilité de m'entraîner, je n'ai pas ces temps d'exutoire mental qui me permettent de réfléchir, de voir les problèmes autrement. Et en fait, ça, je l'ai vraiment compris dans mes études, puisque moi, j'ai jamais bénéficié en fait d'aménagement d'études. J'ai toujours fait ma préparation des jeux en parallèle de mes études ou de mon travail, et j'avais trouvé en fait un équilibre de vie où en fait les temps sportifs étaient des temps où j'arrivais en fait à voir les problématiques professionnelles autrement, à me les poser autrement, notamment sur la période d'échauffement. Et combien de fois dans mes études, j'ai trouvé des réponses à mes problématiques durant les footings d'échauffement où j'avais bloqué sur une question toute la journée. Et là, je mets les baskets, je vais courir un quart d'heure pour m'échauffer et la réponse, elle va de soi. Donc, il y a vraiment en fait une complémentarité aussi à trouver dans ce que l'on fait à côté du travail qui va en fait nous permettre, encore une fois, d'avoir cette prise de hauteur. Voilà, parce que des fois, quand on est le nez dans le guidon, c'est très bien, mais en fait, on n'a pas cette prise de hauteur qui est nécessaire pour apporter les bonnes réponses. Après, c'est vraiment un choix pour moi de travailler, parce que l'année 2012 où j'étais détachée à 100%, c'était invivable pour moi, c'était invivable pour mon entourage. Voilà, donc on arrive à aménager l'emploi du temps. Et après, dans on va dire, la dernière nouveauté qu'on a eue dans ce modèle-là, effectivement, c'est l'arrivée de notre petite fille. Et c'est finalement se forcer, en tout cas me forcer à sortir un petit peu de ces préjugés que l'on porte sur ce que doit être une maman. Voilà, généralement, la femme française, elle doit allaiter pendant des mois, elle doit prendre forcément un congé parental. Voilà, c'est elle qui doit être présente. Le premier mot que doit prononcer votre fille, c'est maman, sinon, on a peur du jugement, on a peur de se dire qu'on n'est pas suffisamment présent pour tout ça. C'est vrai que moi, je suis moins présente que d'autres mamans dans la vie de ma fille. Je ne la vois pas tous les jours, je ne la vois pas tous les soirs, mais elle se construit dans un modèle qui est différent, c'est-à-dire qu'elle a un papa qui est très présent, elle a des grands-parents qui sont là pour elle, elle a une nounou qui est extraordinaire. Et encore une fois, j'estime que voilà, c'est aussi la complémentarité du temps que nous avons tous avec elle qui l'aide à grandir, qui l'aide à s'épanouir. Mais par contre, ce que je fais, c'est que le peu de temps que j'ai avec elle, c'est du temps qui lui est 100% consacré. Voilà, je préfère avoir moins de temps dans la semaine avec ma fille, mais qui sont des temps où je me dis, pour ces temps-là, il n'y a pas de travail. Il n'y a que elle qui compte, il n'y a que notre relation, il n'y a que ce que je peux lui apprendre, il n'y a que de regarder son sourire, de la regarder se développer qui est important pour moi. Et il n'y a rien d'autre dans ces moments-là. Donc voilà, c'est des petits moments, c'est des moments qui sont principalement soit en fin de journée ou le week-end, mais qui sont des moments tellement forts que j'ai l'impression qu'elle s'est habituée à s'en contenter, si on le peut le dire comme ça. Et puis, pour moi, je m'en contente pas parce que j'aurais envie de la voir plus, mais le fait de savoir qu'elle est heureuse et qu'elle s'épanouit dans ce modèle-là,
et ben, je me dis que je suis une maman comblée parce que voilà, elle est heureuse. Et non, le premier mot que ma fille a prononcé n'est pas maman, c'est papa. Voilà. Et je l'ai accepté et je l'ai bien vécu et c'est pas grave. C'est plutôt une bonne nouvelle que tu l'aies accepté parce que je crois que papa est plus simple à dire que maman, en fait. Ça n'aurait rien changé. Tu parles beaucoup de choix. D'ailleurs, tu nous prouves à chaque instant les choix que tu fais, que tu mènes, etc., pour mener ta vie comme tu l'entends. Certains peuvent être même des sacrifices. Est-ce que toi, tu considères que tu as fait des sacrifices? Et est-ce qu'il y en a certains que tu pourrais regretter? J'ai fait énormément de sacrifices. On a fait énormément de sacrifices, mais c'est des sacrifices choisis. Ce n'est pas des sacrifices qu'on nous a imposés. À un moment donné, personne ne m'a demandé de devenir athlète de haut niveau. Personne ne m'a demandé de mener la carrière professionnelle que je mène. Voilà, c'est vraiment des choix que j'ai faits. Et dans les choix que j'ai faits, pour encore une fois avoir un engagement plein à 100%, il fallait faire des sacrifices. Mais finalement, l'idée, c'est aussi soit d'adapter les sacrifices à notre mode de vie, en tout cas les sacrifices que l'on veut faire, soit d'adapter son mode de vie aux sacrifices que l'on doit faire. Et nous, on a vraiment fait le choix, en fait, d'avoir sur un temps donné une façon de vivre qui correspondait aux sacrifices que me demandait la carrière de haut niveau. Le fait de ne pas partir en vacances, le fait de ne pas avoir une vie légère, le fait de ne pas pouvoir manger ce qu'on veut. Mais dès l'instant, en fait, où on commence à justement voir ces choix en tout cas, cette complexité que nous imposent nos choix comme des sacrifices, c'est qu'il est peut-être temps de changer de modèle. Moi, ça fait 2-3 mois vraiment que voilà, je me dis que le sport m'amène vraiment à faire des sacrifices, que le fait de ne pas pouvoir prendre de week-end, le fait de ne pas pouvoir prendre des vacances, c'est vraiment des sacrifices. Et là, ça veut dire encore une fois que je suis peut-être arrivée au bout de ce que je suis capable de donner. Voilà, c'est vraiment en fait comprendre qu'il y a des contraintes qui sont liées à certains de nos choix, mais dès l'instant on les voit comme des sacrifices, comme des choses qui sont plus pesantes que l'enrichissement que nous donne le choix, c'est peut-être le moment de bifurquer sur une autre voie et d'aller explorer de nouvelles choses et de nouveaux horizons. Merci beaucoup, Marie-Amélie, parce que tu nous permets quand même vraiment de décomplexer par rapport à notre envie, à chacune, de mener simultanément nos vies de femmes, de mères et de professionnelles. J'ai une question qui me taraude. Tu parlais en introduction de la fin de ta carrière de sportive professionnelle ou de haut niveau. Tu as eu quand même un entraînement et que tu as toujours, j'imagine, un rythme totalement effréné. Tu n'es pas toujours tendre avec toi-même. Tu fais des compétitions alors que tu es blessée. Tu vas vraiment jusqu'au bout. Comment envisages-tu l'avenir? Penses-tu que ce rythme que tu as mené, que tu as fait mener à ton corps, peut avoir des conséquences? Et comment vois-tu ton avenir à moyen et à long terme? Ok. Alors, il faut savoir effectivement que dès l'instant qu'on s'engage dans une carrière de haut niveau, il faut être honnête, on sait très bien qu'on n'est plus dans le sport bien-être et dans le sport qui fait du bien au corps. Par contre, là où moi j'ai fait un choix particulier, c'est celui de se dire que je n'étais pas prête à tout pour réussir dans le sport. C'est-à-dire que j'étais prête effectivement par des entraînements, par des choix, par une charge d'entraînement, par une forme de fatigue, à maltraiter mon corps. Mais déjà d'une, je n'étais pas prête à enfreindre la règle et aller dans un modèle artificiel d'augmentation des performances qui peuvent être délétères pour le corps. Je n'étais pas prête non plus à aller sur des évolutions technologiques qui, elles, étaient autorisées, mais qui potentiellement pouvaient fragiliser aussi mon capital à long terme, parce que je n'oublie pas qu'après la vie de sportive de haut niveau, j'ai envie d'avoir une vie de mère, une vie accomplie. Je n'ai pas envie à l'âge de 45-50 ans de plus pouvoir marcher, parce qu'il faut aussi comprendre que le corps que j'ai, il est déjà un petit peu maltraité. Le fait d'avoir un handicap nous amène à mettre en place des phénomènes de compensation, principalement sur la jambe valide. Et je ne voulais pas en fait que le sport que je fais, qui est du sport très intensif, vienne trop augmenter le côté, j'entame mon capital futur. Donc, c'est encore une fois de trouver un juste équilibre, de marcher un peu comme un équilibriste sur la corde raide entre les choix qu'il est indispensable de faire pour progresser, mais les choix finalement qui vont laisser trop de traces à long terme
et qui vont perturber. Donc, je pense en fait accepter sur certains moments d'être moins performante, d'être moins productive dans le geste ou dans la performance que je pouvais donner, tout simplement parce que je me suis protégée dans un capital et un avenir à long terme. Et là aussi où j'ai pris conscience qu'il fallait pas trop que je maltraite mon corps, c'est aussi sur mon rythme de vie, sur la façon dont je me respecte. Parce qu'à un moment, je dormais très peu. Voilà, j'étais une boulimique de travail, du fait de toujours devoir répondre très rapidement à tout le monde. Et j'ai aussi décidé, et notamment depuis l'arrivée de Anna dans notre vie, de prendre un petit peu de hauteur avec ça et de me dire que oui, des fois, j'accepte d'être un petit peu en retard sur certaines choses parce que c'est pas vital, parce que des fois, on n'est pas à une journée près. Il faut aussi des fois qu'on arrive à relâcher un petit peu cette pression que les nouveaux modes de travail nous imposent. Et à un moment donné, si les entreprises, elles fonctionnaient sans qu'on ait de mail, sans qu'on ait de travail le week-end, c'est pas parce que un dimanche ou tous les dimanches, on va prendre du temps en famille, qu'on va pas ouvrir sa boîte mail, que l'entreprise, elle va couler ou que il va se passer quelque chose de dramatique. Voilà. Donc, c'est aussi arriver à se respecter en sacralisant des temps. Les temps du sommeil, pour moi, sont importants parce que c'est notre avenir qui se joue. Le fait de se dire, j'ai pas le temps dans ma journée de travail d'aller courir 20 minutes parce que je dois courir partout. Si ce temps-là, il faut le prendre. Si vous en avez besoin, il faut prendre ce temps parce qu'il est absolument essentiel, parce qu'il vient en complémentarité, parce que ce sera bon pour votre corps. Donc, il faut aussi accepter des fois de débrancher et de prendre ce retard tout simplement parce qu'en fait, c'est du retard qu'on prend actuellement. Par contre, c'est du temps qu'on gagne sur notre avenir. Voilà, c'est en fait, on entretient notre capacité à durer dans le temps. Et je pense que c'est aussi important de le voir tout ça dès maintenant, c'est que c'est bien d'être à 110%, à 120% au tenté. Mais si c'est pour être qu'à 50% dans 3, 4 ou 5 ans parce qu'on aura totalement explosé, et la productivité au total, elle sera moins bonne. C'est comme nous, en fait, si on passe notre temps à s'entraîner à 150%, à se blesser, à s'arrêter, à revenir à 150%, on est beaucoup moins productif que si on choisit d'avoir un mode de fonctionnement à 90% tout au long de la Paralympiade. Voilà. Moi, j'ai décidé d'être quelqu'un qui fonctionne tout le temps à 90% pour éviter les burn-out, pour éviter les blessures, mais pour tout le temps être présente et vraiment le faire dans la durée. Voilà des propos d'une incroyable clairvoyance pour ton si jeune âge. Merci beaucoup et je laisse la parole aux questions du public. Ok, super, merci. J'en profite pour rappeler à tous que vous pouvez poser des questions dans le conversé ou dans le chat, n'hésitez pas. Marie-Amélie, du coup, je te récapitule, je vais te donner les questions au fur et à mesure. Il y en a une qui parle de est-ce que ta volonté, ta motivation à toute épreuve est née de ton traumatisme ou il y avait déjà en toi ces forces intérieures bien présentes et que du coup tu as développé? Je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'on l'a tous au fond de nous, donc je pense que ça a toujours été présent. Par contre, j'ai eu la chance, quand l'accident est arrivé, d'avoir un écosystème autour de moi et notamment un entourage qui ont permis que cette force intérieure, elle s'exprime. Voilà. Et si vous avez l'occasion de partager avec d'autres personnes, vous verrez d'autres personnes qui ont rencontré des difficultés très particulières, ont eu la capacité d'aller mobiliser des forces qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient en eux et qui s'étaient jamais exprimées. Alors moi, ça s'est exprimé très jeune. Donc, j'ai la chance de pouvoir en bénéficier tout au long de ma vie. Mais il y a des personnes, en fait, ces traumatismes-là, ils vont les connaître beaucoup plus tard. Et cette force intérieure qui a toujours été présente, mais qui ne s'était pas finalement exprimée, elle va s'exprimer sur un temps plus court. Donc, moi, là où je vous invite, c'est encore une fois, c'est à aller chercher cette force intérieure, mais même pour les plus petites difficultés de la vie, parce que c'est simplement une philosophie de vie à adopter. Et pour ça, on n'a pas besoin de vivre des grands traumatismes. Voilà, donc sachons
affronter les petites difficultés de quotidien qui sont finalement les plus difficiles et plus embêtantes, comme si on devait gravir l'Everest. Voilà, il n'y a pas de petite colline, il n'y a pas de petite montagne. Il faut vraiment affronter toutes les difficultés de la même façon, avec la même énergie, avec le même punch, parce que c'est ce qui nous permettra de les traverser plus rapidement et plus facilement. Ouais, top. Merci. Mais j'admire énormément ça chez toi. C'est le fait que jamais tu te poses en victime. Et ça, je pense que c'est un switch effectivement très inspirant pour tout le monde. Voilà, de se dire qu'est-ce que je peux faire dans cette situation? Où est ma force intérieure? Même dans les toutes petites choses, en fait. De démarrer par les petits pas. Trop bien, merci. Du coup, tu parles beaucoup, là, tu as parlé de ton entourage qui t'avait aidé, etc. Il y a eu des questions assez... plusieurs questions sur le fait que est-ce que tu as des rencontres, des lectures en particulier, des rencontres qui t'ont marqué, des mentors, des choses que tu as envie de partager sur ton système d'inspiration quelque part Ouais, j'ai énormément de rencontres qui m'ont marquée, mais ça va en fait être des rencontres de grands personnages publics ou sportifs. Par exemple, 2 rencontres qui pour moi ont marqué ma carrière d'athlète parce que j'aime beaucoup leur personnalité et la façon dont ils ont géré leur après-carrière, c'est Alain Bernard et Tony Estanguet. Voilà, j'ai eu la chance de les côtoyer au travers du team EDF et on rencontre vraiment les personnes. C'est-à-dire que j'ai pas lu un interview, j'ai pas lu une biographie qui a été romancée ou quoi que ce soit. J'ai eu l'occasion de discuter véritablement avec eux. Et ça a été vraiment des rencontres enrichissantes parce que, encore une fois, l'idée n'est pas de calquer ma vie sur la leur, c'est d'analyser les questions qui se sont posées, les difficultés qu'ils ont rencontrées et de trouver moi, après, dans ma propre vie, les parallèles que je peux faire. Et c'est ça que je trouve intéressant. Mais après, j'ai des rencontres de vie qui m'ont marqué de jeunes filles ou de jeunes garçons en situation de handicap qui ont des parcours de vie absolument bouleversants, qui n'ont pas traversé des montagnes, qui n'ont pas fait des choses extraordinaires. Ils ont juste eu, à un moment donné, cette force de vivre, de combattre les préjugés et d'avancer. Et pour moi, c'est mes sources d'inspiration au quotidien. Et c'est ce qui fait que je suis si convaincue finalement de la beauté du handicap et qui fait que voilà, actuellement, j'ai vraiment envie de me battre pour eux pour qu'ils puissent accéder plus sereinement au sport. Ok, top. Justement, là, tu parles de ces jeunes où tu combats pour qu'ils aient plus accès au sport. Il y a une question qui est revenue sur est-ce que tu as vu, toi, des discriminations dans le sport, handicap, non-handicap, hommes, femmes, peut-être orientation sexuelle, enfin voilà, est-ce que tu as été témoin de ça dans le sport? Alors, témoin, pas directement, mais oui, il y a des formes de discrimination qui sont présentes. La valorisation et la médiatisation en est l'une des premières. On voit bien que la performance féminine est bien moins reconnue que la performance masculine. Et notre performance, c'est-à-dire la performance des personnes en situation de handicap, l'est encore bien moins. Là où nous, on a un avantage, c'est qu'en tant que femme dans le mouvement paralympique, on n'a pas la double peine. C'est-à-dire que notre niveau de compétence est aussi peu reconnu que celui de nos alter-ego masculins. Voilà, donc on doit juste travailler globalement pour que les performances des personnes en situation de handicap soient plus reconnues, que ce que l'on pratique soit vécu vraiment comme du sport. Mais bien évidemment qu'il y a des discriminations, il y a des préjugés, il y a encore énormément de personnes qui ne reconnaissent pas la qualité du travail des athlètes de haut niveau paralympique, qui ne comprennent pas qu'on s'entraîne autant d'heures que les sportifs valides, mais qu'à un moment donné, on a un handicap. Donc, déjà, le fait de le surmonter, d'arriver à faire un geste correct avec, nous demande certainement plus de travail. Et comme on a moins d'aménagement, comme on a moins de facilité pour faire notre sport, là, pour le coup, on vit la double peine. Mais à un moment donné, on a fait un choix, on l'assume et on avance. Mais on essaie vraiment qu'il y ait une prise de conscience contre ces préjugés. Après, moi, les préjugés que j'ai pu vivre, c'est des préjugés aussi dans la vie de tous les jours. Et un des pires que j'ai dû vivre, c'est en fait quand moi, je peux très facilement faire en sorte que mon handicap ne se voit pas. Je ne le fais pas forcément exprès, mais voilà, quand je suis avec un collant, quand je suis avec un jean, mon handicap ne se voit pas.
Et au moment où vous dites aux personnes qui sont face à vous que vous êtes en situation de handicap, les gens vous regardent, bah non, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en situation de handicap. Et indirectement, il faut comprendre, vous qui êtes souriante, qui êtes pleine de vie, qui êtes une femme qui, à mes yeux, apparaît comme normale, vous n'êtes pas en situation de handicap. Voilà. En fait, c'est des préjugés qui sont ultra frappants pour moi parce qu'en fait, on a tellement une image négative des personnes en situation de handicap que beaucoup de gens sont incapables de comprendre qu'on peut être heureux, qu'on peut croquer la vie à pleines dents, même si on est en situation de handicap. Voilà. Et en fait, c'est vrai que plus on s'assume en tant que personne en situation de handicap, moins on cherche à cacher son handicap et en fait, moins il est visible aux yeux des autres. Parce qu'en fait, on ne renvoie pas l'image que les gens attendent de nous. Et moi, j'ai vraiment pris en fait ce préjugé parce qu'en fait, le préjugé était pire que ça. Je vais aller au bout de mon truc, hein, vous le dire, on va le partager ce soir. Mais c'est globalement une dame qui m'a dit, en fait, vous ne pouvez pas être en situation de handicap puisque vous êtes jolie. Voilà, c'était ça en fait. Le fond de l'histoire, c'est en fait, quand on est en situation de handicap, on est forcément triste, moche, voilà, pas souriant. Mais c'est quoi cette image de la personne en situation de handicap? Moi, bah oui, j'ai une jambe en moins, mais je m'assume, je suis heureuse et j'ai envie de sourire et j'ai envie d'être féminine et je m'en fiche du regard des autres, quoi. D'ailleurs, ça répondra, je crois, à une question qui vient d'être posée dans le chat, à laquelle je vais répondre, qui est celle de Vincent. Le regard des autres, à un moment donné, moi, je m'en fiche parce qu'en fait, le regard des autres, il ne compte pas. Je ne vis pas pour eux. S'il y a un regard qui compte, c'est celui de mes proches qui, eux, parce qu'ils me connaissent, parce que c'est aussi mes garde-fous pour savoir si je ne vais pas trop loin dans les choix que je fais, qui peuvent porter un jugement sur mon attitude. Mais pour autant, voilà, le regard des gens qui me jugent parce que je suis en situation de handicap, je m'en fiche totalement. Voilà, parce que je n'ai pas besoin de leur approbation pour être bien dans ce que je suis. Ok, top. Du coup, j'en profite pour rebondir avec une question, notamment sur la colère. A priori, il y a une question, est-ce que tu te mets en colère de temps en temps? Typiquement, dans ce genre de situation, est-ce que tu te mets en colère? Oui, il y a plein de choses qui m'agacent. Il y a plein de choses quand vous passez des heures et des heures à vous battre pour porter le message, par exemple, de l'importance de faire du sport pour les personnes en situation de handicap, que les gens ils vous écoutent, mais qu'en fait, vous comprenez qu'ils ne vous entendent pas, qu'ils ne comprennent pas ce que vous êtes en train de leur dire. Mais moi, ça m'agace, ça m'énerve. Mais encore une fois, l'idée, c'est de m'en servir comme une frustration positive. Donc, je vais râler, je vais bougonner dans mon coin. Et derrière, je vais me dire, bon, là, je n'ai pas été bonne, ils ne m'ont pas entendu. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais demain? Et puis, si après-demain, je refais le même discours et que c'est toujours pareil, je vais rebougonner, ça va remagacer. Mais derrière, tout de suite, c'est de se dire, OK, ça n'a pas marché ce temps-là, maintenant, quelle est la prochaine opportunité? Voilà, donc en fait, c'est un cycle perpétuel de se dire… ça n'a peut-être pas donné le résultat que j'attendais. Je ne suis peut-être pas à la hauteur de ce que je voulais. Oui, il y a peut-être des gens qui me regardent, mais c'est d'utiliser en fait de façon très positive la frustration que ça génère pour derrière se poser les bonnes questions pour encore une fois avancer, s'améliorer, choses comme ça. Après, le regard des gens… si des gens me regardent, en fait, je vais pas mal le prendre parce que forcément, le fait de voir la prothèse, ça interpelle. Il y a des regards qui sont un petit peu plus lourds que d'autres. Hein. Des fois, j'ai l'impression d'être au zoo, enfin, en tout cas, d'être de l'autre côté de la barrière au zoo. Bon, il suffit de regarder un petit peu la personne pour qu'elle lâche le regard, mais ça se fait plutôt bien. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est les remarques des enfants. Je trouve ça extraordinaire, le naturel des enfants. Voilà. Et par contre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents face à moi, et donc je profite peut-être à ce moment-là pour parler un peu de quelque chose hors sujet. Mais voilà, si vos enfants, en fait, ils vous disent… quelque chose sur une personne en situation de handicap, ne soyez pas mal à l'aise, c'est pas grave. Par contre, surtout, répondez-lui, dites-lui, répondez à la question, parce que si vous faites taire l'enfant, vous générez un tabou sur la question du handicap. Donc voilà, donc surtout, n'ayez pas honte. Hein, tous les enfants posent des questions ultra gênantes pour les parents sur ce qu'ils croisent et sur les différences qu'ils croisent. Par contre, l'important, c'est vraiment de leur apporter une réponse pour que en fait, la différence et la diversité
ne soit pas vu comme quelque chose de bloquant ou de mauvais pour les enfants. Voilà, c'est vraiment la posture du parent qui va déterminer l'acceptation de l'enfant. Donc voilà, et même si vous n'avez pas toutes les réponses, expliquez-lui avec vos mots la situation. Mais moi, ouais, j'adore ça parce que c'est très drôle à la fois de voir la posture de l'enfant, le mal-être du parent et sa capacité derrière à répondre. Ben justement, ça tombe hyper bien. Il y a une question justement d'un enfant de Soren dans le chat qui te... est-ce que tu regrettes le sport sans le handicap? Ah, j'adore. Il me la pose très souvent les questions, ces enfants. C'est est-ce que je regrette ma vie d'avant et là, ouais, effectivement, sur le sport. En fait, j'aime pas vivre dans les regrets. Je vais botter un peu en touche dans la question. J'aime pas vivre dans les regrets. Et en fait, cette question-là, je peux pas. En fait, je souhaite pas y répondre parce que ma vie, en fait, je peux pas la changer. Voilà. J'ai pas envie de regarder en arrière parce que le passé, je peux pas le changer. Le passé, je peux l'analyser pour demain être meilleur, mais je pourrais pas le changer. Donc, ce que je lui répondrai à Soren, c'est tout simplement que je suis en situation de handicap. J'ai la chance de pouvoir encore faire le sport que j'aime et je préfère en fait me concentrer sur ce que j'ai encore, sur ce qu'il est possible de faire, mais pas de regarder ce que j'ai perdu. Voilà. Et moi, je croque la vie pleinement dans les opportunités qui me sont encore offertes et je perds pas mon temps à regarder ce que j'aurais potentiellement pu faire si j'avais pas eu mon handicap. Parce que de toute façon, mon handicap, il est là et je dois avancer avec. Ok, merci. Il y a aussi des questions sur le sport, enfin plusieurs questions sur le sport, sur les jeux. Notamment, tu n'as pas peur que les Jeux de Tokyo soient annulés à cause du Covid et que faire pour relancer le sport en France face au Covid? Dans la vie, il faut accepter des fois d'avancer avec des œillères. Et moi, j'ai décidé, pour pouvoir me préparer pleinement pour les Jeux, de vivre totalement avec les œillères de l'annulation des Jeux. Voilà. Pour moi, je sais que c'est une hypothèse qui existe. En tant que présidente du comité paralympique, j'en suis très largement informée. Par contre, j'ai décidé, alors ça va faire assez paradoxal de parler comme ça, mais vraiment là de partager les deux casquettes et de faire en sorte que tout ce que je sais ou ce que j'apprends et les doutes que la présidente peut avoir sur la tenue des Jeux ne viennent pas entraver la préparation de l'athlète de haut niveau. Donc, quand moi, je suis sur le stade, j'avance avec des œillères en me disant les Jeux, ils auront lieu. Voilà. Et il faut accepter, en fait, des fois qu'on n'est pas en capacité d'affronter certaines situations parce que sur le moment, elles sont trop difficiles, parce que sur le moment, elles vont trop nous brider, elles vont nous empêcher d'avancer. Pour être totalement honnête avec vous, c'est aussi une stratégie que j'ai mis en place pour surmonter la perte de mon premier enfant, de notre premier enfant. C'est sur un temps donné, j'étais pas en capacité d'affronter la situation et j'ai vécu avec des œillères parce que j'avais besoin de ça pour avancer. Parce que si je mettais pas ces œillères et que je me concentrais pas sur une sorte de subterfuge, et j'étais totalement verrouillée, totalement bloquée. Et après, avec le temps, parce que j'ai avancé, parce que j'ai grandi, j'ai réussi en fait petit à petit à accepter la situation. Donc pour l'instant, concernant l'annulation des Jeux, pour moi, c'est pas une hypothèse, en tout cas pour l'athlète. Je fonctionne avec les certitudes que j'ai, qui sont celles que en 2020, en 2021, aux Jeux de Tokyo, il faut que je fasse 6,30 m. Voilà. J'avance avec cette certitude de là. Et pour répondre encore une fois aussi à une question que j'ai vue apparaître, et ça, c'est important pour moi de le dire parce qu'on parle aussi des relations, des rencontres et de l'entourage. J'ai la chance, en fait, dans mon parcours sportif, d'être accompagnée évidemment par des gens que j'ai rencontrés, mais aussi par des partenaires et des partenaires que j'ai choisis sur le lien humain que j'ai fait avec eux. Ce qui fait que quand j'ai annoncé ma première grossesse, quand j'ai annoncé ma deuxième grossesse, quand le report des Jeux a été annulé, mes partenaires ont toujours été là pour me soutenir. Voilà, parce qu'il y a un vrai lien humain, parce que c'est des gens qui sont engagés à mes côtés. Bien évidemment, il y a l'utilisation de l'image de marque, il y a une relation commerciale entre nous, mais il y a aussi des liens très forts. Et sans ces partenaires, je ne serais pas en capacité d'avancer. Et c'est rare dans le monde sportif d'avoir des partenaires qui continuent à
à vous accompagner quand vous avez fait quasiment plus d'1 an d'arrêt, que les Jeux sont reportés d'1 an, qu'on vit une crise économique qui touche tous les secteurs. Et voilà. Et au travers de vous ce soir, je tenais vraiment à les valoriser, à les remercier, parce que de grands sportifs sont en difficulté financière actuellement. Et moi, grâce à ces partenaires qui sont des partenaires fidèles, je peux engager sereinement ma préparation pour les Jeux de Tokyo 2021. Et c'est une incertitude en moins qui me permet encore une fois de pouvoir avancer sereinement sur le travail qui est le mien, c'est-à-dire d'aller à l'entraînement et de progresser physiquement. Ok. Et du coup, ça me permet de transitionner vers une question qui a été posée aussi. Quelles sont tes ambitions qui n'ont pas encore été réalisées? Quelles sont tes prochaines ambitions? Alors, mon ambition ultime, je ne sais pas si je l'atteindrai, mais en tout cas, c'est que demain, tous les jeunes en situation de handicap qui ne feront pas du sport le feront pas parce que ce sera un choix de leur part. Voilà, ça c'est mon ambition ultime, c'est de me dire que demain, on vivra dans une société où tout le monde aura intégré que le sport pour les personnes en situation de handicap, c'est utile, c'est bénéfique, et qu'on aura une offre sur le territoire qui rendra cet accès possible et facile, que ce soit pour des questions humaines, matérielles et d'accessibilité en termes de locaux. Voilà, c'est vraiment l'ambition que je me suis fixée et ce vers quoi j'ai envie d'avancer. Après, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, je pose des briques pour que si moi, je n'y arrive pas, d'autres personnes puissent aussi continuer à suivre ce chemin-là et qu'un jour, cette ambition, elle soit obtenue. Ouais, magnifique. Super. Merci pour ta transparence et merci pour ce partage et cette humanité dans ton ambition. Après, juste si je peux ajouter, ouais. Je n'ai pas qu'une ambition professionnelle. Après, j'ai aussi une ambition toute simple, c'est d'être heureuse dans ma vie de femme. Voilà. Et de vivre pleinement les moments avec mon mari, avec ma fille. Voilà, juste en fait, avoir une vie, effectivement, on en a parlé. Hein. Aujourd'hui, voilà, j'ai eu l'occasion de faire des grandes visios, de voir le président de la République, des choses comme ça, qui sont des côtés professionnels très épanouissants, très enrichissants. Mais je prends tout autant de plaisir le soir à rentrer et à faire un puzzle avec mon mari et ma fille. Voilà. Et c'est aussi la beauté de ma vie, c'est qu'il y a des extrêmes, mais pour moi, ces extrêmes, ils m'apportent autant de bonheur. Donc, c'est de trouver aussi ce juste équilibre entre réussir mon ambition professionnelle pour les jeunes en situation de handicap, mais aussi de faire en sorte que demain, c'est plus moi qui mets les pièces dans le puzzle, c'est vraiment ma fille qui le fait toute seule. Voilà. C'est aussi des petites victoires de la vie, mais qui construisent mon épanouissement personnel. Bien sûr, ouais, c'est ton ambition personnelle à toi. Qui nourrit au final, c'est ce que tu disais tout à l'heure en fait. Les univers se nourrissent les uns les autres. Ok, top. Il y a aussi une question qui est intéressante. Comment tu arrives à mettre la peur de côté? En fait, je suis en train de me poser la question de est-ce que j'ai vraiment un sentiment de peur? J'ai de la pression, ça c'est évident. Mais est-ce que j'ai peur? Je ne sais pas. J'ai peut-être peur de décevoir ou de ne pas être à la hauteur. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'essayer de prendre du recul sur ça, de vivre le moment pleinement et d'arrêter de penser que de toute façon, les gens sont tout le temps en train de nous juger. C'est faux, en fait. Les gens ne passent pas non plus tout leur temps à nous juger. En tout cas, ils ne vont pas tout le temps nous juger sur ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, sur la façon dont on est. Et c'est vraiment aussi avoir cette capacité à prendre un petit peu de recul sur ce qu'on pense de nous et ce qu'on attend de nous-mêmes. Donc, ouais, je pense que c'est ça, c'est en fait prendre de la hauteur sur les situations et arrêter de penser que les gens passent leur temps à nous juger. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué quand je dois mettre en place des conférences, quand je dois faire des présentations, c'est de me dire que je suis là pour délivrer et incarner un message ou faire passer quelque chose, mais que les gens, ils sont pas là pour me mettre une note. À un moment donné, on n'est plus à l'école. Donc, arrêtons d'avoir peur de ce jugement-là. Et l'idée, c'est de se dire que les gens, ils sont aussi là pour vivre un moment avec nous. Et plus on le vit pleinement, plus on est en capacité de prendre de la hauteur et plus on humanise ce qu'on est en train de faire et mieux le message peut passer. Ok, je pense que je vais prendre une dernière question. J'ai conscience que du coup, je t'aurais pas transmis toutes les questions.
Notamment, il y en avait d'autres sur le sport. Et voilà, toutes mes excuses pour voilà, ce choix que je fais. La dernière question, c'est quelles sont les valeurs que le handicap a sublimées et révélées en toi? En termes de valeurs, je pense que ça m'a aidé dans le dépassement de soi, vraiment. Dans la relation à l'autre, peut-être une forme d'altruisme. Je ne sais pas si c'est la bonne valeur, mais je pense que et il y a une forme aussi d'humilité parce que je suis consciente que oui, j'ai peut-être un parcours difficile, mais qu'il y a des gens qui ont eu des parcours bien plus difficiles que moi, avec des handicaps différents, peut-être plus impactants, et surtout pas la chance d'avoir l'écosystème que moi j'ai eu autour de moi pour m'aider à m'en sortir. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment une forme d'humilité aussi qui se découvre par le handicap et qui permet de rester, en tout cas je l'espère, mais peut-être quelqu'un d'assez simple, même si j'ai eu l'occasion et la chance de côtoyer des très hautes sphères, finalement toujours de se rappeler d'où on vient et surtout des gens qui nous ont construits. Voilà, parce qu'on ne se construit pas seul. Une ambition, même un sport individuel, ne se fait jamais tout seul. C'est vraiment une équipe qui nous aide à le co-construire, à co-construire la performance. Et je pense que le handicap m'a aidé à cette forme d'humilité-là. Génial, merci. Ouais, je suis hyper fan de ça, de cette valeur de l'entourage, et c'est ce qu'on prône aussi chez Lénine, de justement en fait une ambition tout seul. En fait, c'est difficile et il ne faut pas avoir honte entre guillemets de demander de l'aide et d'être accompagné. Et c'est vraiment hyper chouette. C'est encore mieux en fait d'y aller avec son équipe telle qu'elle soit vers ses ambitions. Merci beaucoup, Marie-Amélie. Donc, je clôture là pour les questions. Toutes mes excuses aux questions que je n'ai pas pu poser, mais on a un petit timing à respecter. Et je te repasse la main, Marie. Merci Aurore. Merci beaucoup Marie-Amélie pour ce merveilleux moment que tu nous as fait vivre. J'ai vu aussi dans les questions, dans les commentaires, ressortir ton énergie, ton dynamisme, ce côté très positif, d'ailleurs qui interpelle vraiment, mais comment fais-tu ? Écoute, moi j'ai quand même envie de te poser cette question, parce que je l'ai vu arriver un grand nombre de fois. Voilà, comment tu fais pour être aussi positive et qu'on finisse cette soirée sur une note positive? Mais parce qu'en fait, être triste nous avance à rien. Enfin, je pense que j'ai vraiment eu la chance encore une fois, mais j'ai dit 25 000 fois le mot chance, je suis désolée, mais en fait, de comprendre à quel point on peut subir des privations dans sa vie. Ouais, moi, j'ai vraiment conscience en fait de la chance qui m'est donnée d'avoir une vie qui est ultra riche. Et encore une fois, en fait, je suis une boulimique de la vie, une boulimique des rencontres. Et c'est ça, en fait, qui me procure mon plaisir. Parce qu'en fait, être triste tout le temps, c'est perdre du temps. Baisser les bras face à la difficulté, c'est perdre du temps. Et dans la vie, si on veut la vivre pleinement, si on veut avoir le temps de découvrir plein de choses, en fait, on n'a pas le temps de perdre ce temps-là. Donc, l'idée n'est pas de tout le temps travailler, choses comme ça, mais c'est vraiment dans chaque petit moment de la vie, de chercher à les vivre pleinement pour s'épanouir, pour y prendre du plaisir. Et je pense que ma joie de vivre, elle vient de ça. C'est que pour moi, c'était extraordinaire d'avoir la chance de vous parler pendant 1h30 de www.laviedemariamélie.com. Enfin, voilà, tout le monde n'a pas cette chance-là. Je ne sais pas combien de temps on va me donner cette chance-là, donc j'en profite pleinement pendant que c'est encore possible. En fait, comme je ne sais pas combien de temps va durer cette situation extraordinaire, je veux la vivre pleinement. Et puis, si ça dure très longtemps, tant mieux. Si ça doit s'arrêter demain, encore une fois, je n'aurai pas de regrets parce que j'aurai été à fond dans ce que j'aime et ce qui me fait plaisir. Merci beaucoup Marie-Amélie, et nous aussi je crois qu'on réalise, et je vois aussi dans les commentaires la chance que l'on a de t'avoir à nos côtés ce soir et pour ce témoignage extrêmement inspirant. Moi, ce que je retiens en fait de tout ce que tu as pu dire, si on devait faire une sorte de synthèse ou peut-être de petit récapitulatif, déjà que les changements, les contraintes que nous subissons en fait sont des opportunités, de belles opportunités pour se re-questionner et s'améliorer. Donc ça, c'est déjà la première chose vraiment que je retiens dans tout ce que tu as pu dire, c'est finalement
embrasser le changement, les contraintes, les challenges, la vie, et les prendre comme des opportunités pour aller encore plus loin. Que nous avons tous et toutes, bien sûr, en chacun de nous, la force intérieure, les ressources pour surmonter les défis, et y compris les petits défis du quotidien qui, si je me souviens bien, sont même pour toi peut-être les plus difficiles à surmonter, pour mener la vie de nos rêves. Et qu'il faut en fait, suffit d'en prendre conscience, de se poser les bonnes questions, et 3, de devenir son propre moteur et s'engager à 100%. Voilà, tu as parlé de l'engagement, ce contrat qu'on se fixe avec soi-même, tout mettre en œuvre pour aller chercher le résultat. Donc voilà, on a en nous les ressources, à nous de nous engager pour pouvoir créer la vie qui nous va, notre vie, la vie de nos rêves. Que tout est possible aussi, alors ça j'adore cette idée, que tout est possible dès lors qu'on y croit. Donc continuer de croire à nos rêves, chercher à les réaliser, et pour ça se souvenir qu'il n'y a pas de mauvaise ambition. Voilà, c'est quelque chose que tu as dit, il n'y a pas de mauvaise ambition dès lors qu'elle est bien orientée. Donc je crois que les rêves, notre vie de rêve, c'est une bonne orientation, et voilà, donc c'est un bon conseil, je crois, à donner effectivement. Ayons de l'ambition pour aller au bout de notre vie et nous créer vraiment une vie de rêve, et là l'ambition sera bien orientée. Ne jamais rester seul, s'entourer de personnes de confiance pour avancer et se construire, aller à la rencontre des autres, se nourrir des autres, grandir par le lien, et aussi se respecter et entretenir notre capacité à durer. Donc ça, c'est pour, je dirais, la personne extérieure, intérieure. Ne pas avoir peur de l'échec, mais se recentrer sur le plaisir de réalisation, le sens que l'on va donner à ce que l'on entreprend, et accepter qu'on peut ne pas être parfait pour réussir, pour gagner, pour obtenir le résultat qui nous va. Dans les peurs aussi, arrêter d'avoir peur du jugement de l'autre, prendre du recul sur ce qu'on pense de nous et ce qu'on attend de nous, donc être un petit peu aussi peut-être bienveillant, tolérant avec nous-mêmes. Et je dirais ne rien regretter. Voilà, mener la vie qu'on a envie de mener, et surtout ne rien regretter, la croquer, sourire, vivre avec boulimie de cette vie. Et tu as beaucoup employé le mot chance. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, moi, j'ai vu aussi énormément de gratitude et de reconnaissance pour les autres et pour la vie. Et je pense que ça aussi, c'est une clé pour être heureux, pour être bien dans ses baskets, c'est d'être aussi très reconnaissant de toutes ces opportunités et de savoir les embrasser. Donc, merci infiniment, Marie-Amélie. Alors, on a effectivement une petite surprise, comme ça a pu être mis dans le chat. Pour ceux et celles qui ont envie d'aller... Oui, c'est le moment branding, mais qui ont envie de te re-rencontrer, de te redécouvrir, d'en savoir un petit peu plus sur ta vie, eh bien, il y a la possibilité, tu offres la possibilité aux personnes qui vont l'acheter sur le lien qu'on va mettre dans le chat, voilà, ça y est, il est mis, d'avoir ce livre dédicacé nominativement, en fait, par toi. Donc, merci beaucoup, Marie-Amélie, pour cette proposition. Merci aussi à l'éditeur, Stanislas, dont tu as parlé tout à l'heure, voilà, qui rend cela possible et faisable. Donc, pour chaque personne qui voudra acheter un livre pour lui ou pour pouvoir l'offrir, on a vu que c'était extrêmement inspirant, donc n'hésitez pas à aller sur ce lien. Mettez en commentaire dédicace Linine et puis le nom de la personne qui pourrait avoir la dédicace. Et ainsi, vous aurez pour les fêtes, peut-être, ou on verra, ça... Non, je ne m'engage pas, je ne m'avance pas, mais en tout cas, vous pourrez avoir un livre dédicacé par Marie-Amélie. Voilà, donc l'occasion de prolonger ce délicieux moment. Voilà, moi, pleine de gratitude, de reconnaissance et merci parce que voilà, je crois que ça a été mis aussi, mais voilà, on s'envole, on finit. Enfin, moi, je finis la journée avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme. Donc, merci pour ce moment. Merci infiniment, Marie-Amélie. Merci à vous tous et à vous toutes, et surtout merci à Linine des Savoies pour ce temps de partage, pour la qualité d'organisation. Et je dis souvent, parce qu'on dit toujours le témoignage était inspirant, mais les personnes avec lesquelles on est en interaction
font aussi la qualité des réponses. Donc voilà, donc je pense aussi qu'on peut saluer tout ce travail et la qualité de toutes les personnes qui ont posé les questions parce que quand on est bien, on a envie de répondre, on a envie d'incarner la réponse. Donc merci à vous aussi pour votre dynamisme et pour tout ce que vous faites parce que au travers des liens humains, vous l'avez dit à maintes et maintes reprises, c'est aussi comme ça qu'on grandit individuellement et collectivement. Merci beaucoup, Marie-Amélie. Voilà, pour une petite conclusion. Donc déjà, je vous remercie infiniment de votre présence ce soir et d'avoir résisté à la tentation de regarder l'interview de Barack Obama. Donc voilà, nous sommes fiers de vous avoir gardé avec nous. Je tenais vraiment à souligner comment tout ce que Marie-Amélie a pu dire correspond à notre mission et notamment à la mission de nos cercles dans lesquels effectivement nous croyons que chaque femme a un potentiel incroyable en elle et nous nous entraidons justement à le développer et à se réaliser malgré le contexte dans lequel chaque femme vit qui est marqué par des inégalités et cela dit, nous essayons aussi un petit peu de changer ce contexte avec nos actions publiques et notre travail de sensibilisation. Voilà, donc je vous invite encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ont donc accepté, vous recevrez dorénavant nos mailings si ce n'était pas encore le cas. Et je pense que peut-être on peut remettre dans la conversation le lien pour éventuellement participer à un cercle découverte animé par Marie. Donc, le prochain sera lundi 23, donc lundi qui vient. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Un très, très grand merci Marie, Chloé, Aurore et Marilyn pour l'organisation et la gestion de cette interview et des questions. C'était vraiment une super soirée. Merci et à bientôt.